Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la violence xénophobe en Afrique du Sud. Des millions d'Africains ont manifesté à travers tout le continent pendant les années 80 contre Peter Botha, l'intransigeant président sud-africain qui était le défenseur de la xénophobie, le défenseur de la ségrégation raciale et de l'apartheid. Des artistes ont chanté, des écrivains ont écrit pour réclamer la libération de Nelson Mandela et l'abolition de l'apartheid. Aujourd'hui, des Sud-Africains pourchassent, lynchent et brûlent d'autres Africains pour la seule raison qu'ils sont étrangers. Et d'autres Sud-Africains prennent en photo avec enthousiasme les scènes macabres des lynchages. Des maisons sont détruites, des commerces saccagés parce que appartenant à des étrangers. Alors comment comprendre la violence xénophobe en Afrique du Sud? Comment comprendre et expliquer la difficulté des pouvoirs publics sud-africains à contenir la xénophobie et la criminalité avec une moyenne de 51 meurtres par jour? Comment susciter l'insurrection des consciences sur le continent pour un rejet total et intégral de la xénophobie, de la barbarie en Afrique du Sud? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Monsieur Claude Ribes, vous êtes historien, écrivain, vous êtes un grand connaisseur des mutations sociales et politiques qu'a connu le continent ces dernières décennies. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont le dernier Une autre histoire, publié aux éditions Cherche Midi. Merci Claude Ribes d'avoir accepté notre invitation. Saleh Kebzabo, je ne vous présente plus, vous êtes un homme politique tchadien très engagé pour la démocratie et le respect des libertés fondamentales sur le continent. Vous revenez d'ailleurs, Saleh Kebzabo, de la Colombie où votre parti, l'UNDR, a été admis comme membre à part entière de l'international socialisme. Vous nous direz, Saleh Kebzabo, au cours de cette émission, la part que peuvent prendre les hommes politiques comme vous dans le rejet de la barbarie en Afrique du Sud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Paul Echine, vous êtes journaliste, essayiste, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont le pamphlet que j'ai ici entre les mains, J'accuse, tragédie africaine, aujourd'hui publié aux éditions Courcelles Publishing. Vous êtes tout autant indigné que les deux autres. Merci Paul Echine d'avoir accepté. Si ce n'est plus vraiment la colère, mais si on est impuissant devant la colère. Si ce n'est plus, dites-vous. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Des Africains qui brûlent d'autres Africains dans un pays africain pour la simple raison qu'ils sont étrangers. Voilà le tableau sombre de l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. C'est un sujet de décryptage de la folie meurtrière dont sont victimes les étrangers en Afrique du Sud. Il est signé Aminata Diak. En tant que Sud-Africains, nous ne devons jamais oublier les énormes sacrifices accomplis par nos frères et sœurs africains pour nous aider à gagner notre libération. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, alors qu'ils résident dans notre pays, les considérer comme des ennemis ou des indésirables. Vague de violences xénophobes en Afrique du Sud, manifestations anti-immigrés, ces titres ont fait l'actualité ces dernières semaines, balayant au passage le discours d'apaisement prononcé par l'ex-chef de l'État sud-africain Thabo Mbeki. Début février, de violents incidents anti-immigrés avaient éclaté à Pretoria, la capitale. S'ensuivait une manifestation organisée le 22 février à l'appel d'un collectif d'habitants de la ville contre les étrangers qu'ils accusent de voler le travail des Sud-Africains et d'encourager la criminalité. Des violences qui ravivent le spectre des émeutes xénophobes meurtrières de 2015 et 2008. Je ne pense pas que vous auriez un nombre si élevé d'étrangers si effectivement l'Afrique du Sud était xénophobe. Les migrations internationales vers l'Afrique du Sud ne sont pourtant pas un nouveau phénomène. La nation arc-en-ciel, comme on l'appelle, est une mosaïque de peuples. Cependant, une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui justifie ce sentiment d'inhospitalité et la violence qui accompagne ce rejet? Pourquoi cette xénophobie est orientée contre les migrants et tout cela dans une société post-apartheid et démocratique? Les avis divergent. L'apartheid était un système très violent. C'est pourquoi les Sud-Africains avaient dû faire montre de violence pour le combattre. Toutefois, l'erreur que nous avons commise, c'est de ne leur avoir pas enseigné que l'apartheid était maintenant derrière nous et qu'il n'y avait plus aucune raison de recourir à la violence dans la relation avec l'autre. Je pense
à un ensemble de crises beaucoup plus profondes dans la société sud-africaine, qui est liée, je pense, à un passif qui n'a pas été totalement purgé et que l'on voit régulièrement ressurgir. Cette problématique de la violence, selon moi, elle ne reçoit pas la réponse politique qu'elle devrait recevoir, et les hésitations, la manière dont sont ciblés spécifiquement des Congolais, des Mozambicains, des Somaliens, des Nigérians est extrêmement problématique quand on sait le rôle que tous ces pays-là ont pu jouer par rapport à la libération de l'Afrique du Sud vis-à-vis de l'apartheid. Il faut aussi noter que ces actes xénophobes ne sont pas uniquement le fait de personnes frustrées ou vivant dans la pauvreté. Le 21 mars 2015, le roi Goodwill Zwelithini avait sommé les étrangers de quitter le pays. Au sein de la classe politique, Gwede Mantashe, le secrétaire général de l'ANC, préconisait le regroupement des étrangers dans des camps pour les recenser. De ce sombre tableau social, une question perdure. L'Afrique du Sud pourrait-elle un jour envisager la mixité de ces nombreuses communautés? Paul Chin. Le 24 février 2017, une manifestation anti-étranger a eu lieu en Afrique du Sud, avec l'ampleur qu'on connaît. Et Jacob Zuma, le président sud-africain, après avoir condamné bien entendu les violences, dit ceci, je le cite, « L'on ne peut pas ignorer que dans les communautés, la plupart des crimes tels que le trafic de drogue ou la prostitution sont perpétrés par des étrangers. » Comment comprendre que dans un contexte aussi tendu, le président sud-africain commette une telle imprudence? Oui, vraiment, je suis mal à l'aise. Il m'est arrivé de dire que parfois, ça devient de plus en plus difficile, parfois, d'assumer l'appartenance à ce continent. Or, c'est quelque chose d'inextinguible. On l'est ou on ne l'est pas. Ce qui se passe, le reportage tout à l'heure a rapidement résumé le parcours de ce pays jusqu'à la libération de Mandela. Et au-delà de ce qui se passe dans le pays, je crois que c'est Rousseau qui disait que si on était des anges, le gouvernement ne serait pas nécessaire. Si on était des gens comme ça, sans problème, il n'y aurait pas des gens pour gouverner. Et que quelqu'un, j'allais dire, Jacob Zuma a continué dans ses zoumananeries. Vraiment, ce type, Mandela doit être malade comme moi. Vous pensez qu'il a manqué là de la prudence attendue d'un chef d'État? Franchement, on n'a pas... Comparaison n'est pas raison. Ce qui se passe, s'est passé déjà dans d'autres pays. On a vu les Gabonais expulser les Béninois, les Camerounais, etc. Ou même l'Angola expulser les gens pour tout un tas de raisons, moins de prétextes. En général, ceux qui laissent faire, c'est parce qu'ils ont échoué. Ils sont incompétents et ils ont échoué. Et comme il faut trouver le bouc émissaire, évidemment, quand on est quelqu'un qui n'est pas du même pays, c'est un peu facile. C'est un peu facile. C'est surtout ce qui est insupportable dans la conscience africaine, avant, au-delà, c'est surtout ce que Zuma, même si depuis qu'il est au pouvoir, on sait qu'il est capable de tout. C'est une espèce de trompe avant la lettre. Idiot, n'importe quoi, impulsif, on a l'impression qu'il ne comprend rien à la politique. Comment il peut, au lieu d'essayer d'apaiser la situation, de calmer les esprits, il peut mettre l'essence sur le feu qui est parti? Comment il fait honte, non seulement aux Africains, mais à tout un continent où des Africains normalement constitués. Alors, Monsieur Rib, dans l'élément qui vient de passer, le président Jacob Zuma dit quelque chose qui fait un aveu qui est sans doute pertinent, mais tout de même inquiétant. Il dit ceci, l'apartheid était violent et il fallait être violent pour se défendre. L'erreur que nous avons commise, c'est de ne leur pas avoir enseigné que l'apartheid était maintenant derrière nous et qu'il n'y avait plus aucune raison de recourir à la violence dans la relation avec l'autre. La xénophobie aujourd'hui en Afrique du Sud serait donc un dérivé de l'apartheid. Alors c'est une formule effectivement qui peut contenir certaines ambiguïtés, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a la xénophobie, il y a la violence, et puis il y a l'attitude des politiques par rapport à ces phénomènes. Je dirais que la xénophobie, elle est regrettable, elle est bien sûr liée à l'ignorance, à certaines situations économiques, mais enfin elle n'existe pas. Je parle de la xénophobie sans parler de la violence, elle n'existe pas
qu'en Afrique du Sud. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a un pays qui est assez important, qui est en train de construire un mur. Tout à fait, on est d'accord. À la frontière. Tout à fait. Et qui passe pas pour le pays le plus sauvage de la planète. Bon, ensuite, il y a la violence. Et c'est vrai que, en ce sens, bon, il faut reprendre cette formule du président, c'est vrai que la culture de la violence, elle est ancrée. Elle est ancrée non seulement dans l'imaginaire, mais dans la pratique. La dernière fois que je suis allé en Afrique du Sud, j'ai été absolument sidéré, d'abord par le nombre de... et c'était après l'apartheid, hein, je vous rassure, par le nombre de clubs de tir qu'il pouvait y avoir. De clubs de tir. Je crois que c'est vrai qu'il y a une très grande circulation des armes. Oui, moi je vous parle de ce que j'ai vu. Oui. L'Afrique du Sud est un des pays au monde où on vend le plus de kilomètres, de dizaines de kilomètres, de centaines, de milliers de kilomètres de fils barbelés. J'ai vu un pays, mais alors peut-être que c'était il y a déjà quelque temps, mais un pays qui était effectivement, qui avait été fondé sur le culte de la violence. Il suffit de voir les monuments. Enfin, la violence, elle est inscrite dans l'histoire de ce pays. Et puis alors, pour ce qui est de la xénophobie, il faut quand même rappeler qu'à l'époque de l'apartheid, l'Afrique du Sud était bannie, honnie. Critiqués et vivaient repliés, mis à part quelques pays qui aidaient plus ou moins discrètement. Quelques multinationales voilà. Mais bon, ils étaient refermés sur eux-mêmes. Alors je pense que cette violence, elle est inscrite dans l'histoire de ce pays, et c'est vrai que de même qu'on ne dépasse pas la colonisation en décolonisant, de même on ne peut pas dépasser l'apartheid comme ça en quelques années. Alors, donc pour revenir à la première affirmation du président, je précise que l'Organisation internationale pour les migrations a immédiatement réagi donc à ces propos, indiquant qu'il n'y avait aucune preuve statistique que les étrangers volaient le travail des Sud-Africains. Alors, Monsieur Kebzabo, est-ce que nous sommes là dans le cadre de ce que certains scientifiques appellent l'hérédité épigénétique, avec l'idée que la violence finalement se transmettrait de génération en génération au-delà de l'ADN. Parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui lynchent des étrangers alors même qu'ils n'ont pas connu l'apartheid. Non, moi je ne pense pas que l'approche soit bonne. Il n'y a pas de peuple violent en soi. Non, par essence. Pas que la violence... c'est une question d'environnement, une question, j'allais dire, de culture immédiate de ce qu'on vit. C'est le vécu quotidien qui amène tout ça. En Afrique du Sud, un pays... Je connais une partie de l'Afrique du Sud parce que ces 10 dernières années, j'y étais au moins une trentaine de fois. La dernière fois que j'étais en Afrique du Sud, c'était en février. Je précise, vous étiez donc parlementaire... J'étais au Parlement panafricain. Du Parlement panafricain. Et en février dernier, j'étais encore au Cap à une réunion. J'en ai discuté avec les amis sud-africains. La semaine dernière encore, au Congrès de l'International, j'ai rencontré le secrétaire général de l'ANC. On en a parlé très rapidement. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aux Sud-Africains, je leur dis qu'ils ont tort de ne pas inscrire dans leur livre d'histoire le rôle des Africains dans leur libération. Les jeunes Sud-Africains que j'ai rencontrés parfois l'ignorent. Ils ne savent pas qu'il y avait eu un comité de libération de l'ONU tous les pays à l'époque. Oui, vous prenez un pays comme le vôtre qui avait inscrit sur son passeport valable pour tous les pays sauf la Rhodésie et l'Afrique du Sud. Tout à fait. L'Afrique s'était impliquée dans la libération de l'Afrique du Sud. Bon, vous pensez que cette histoire n'est pas suffisamment Je ne le dis pas pour demander en retour qu'on nous donne une récompense quelconque, mais c'est pour dire que c'est important que dans les manuscrits, dans les livres d'histoire, on le dise, pour que les jeunes Sud-Africains le sachent. Tout comme, je me tourne vers mon ami pour lui dire, tout comme on déplore, on a déploré, bon, ça commence à venir en France, hein, tout le rôle que nous avons joué dans les guerres de France. Les jeunes français ne le savent pas. Et donc ça leur permet certaines dérives, notamment xénophobes. En Afrique du Sud, je crois qu'il faut prendre cet angle-là pour voir pourquoi est-ce que la xénophobie peut prospérer facilement.
Alors, vous y mettez les ingrédients économiques. Justement, vous posez une très bonne question. Et d'ailleurs, Monsieur Etienne Selo Hatang, il est le président de la Fondation Nelson Mandela, que nous connaissons tous. Mais il dit quelque chose qui est quand même assez profond. Il dit, nous devons prendre conscience que ce n'est pas que de la xénophobie. C'est une forme très particulière d'afrophobie. Comme si nous nous détestions tellement nous-mêmes que nous devons nous attaquer à ceux qui nous ressemblent, particulièrement ceux qui ont la peau foncée. Là, on est dans la dimension psychanalytique de la problématique. Absolument. Je crois qu'il a vu, il est sud-africain, il est sur place, il sait de quoi il parle. Non, mais je reviens là parce que c'est beaucoup plus grave que ce n'importe quel pays autre continent. J'ai l'impression que avec Zuma est en train de sud-africaniser pour s'africaniser. On a l'impression, c'est un pays sur lequel on avait beaucoup d'espoir, qui pouvait servir de modèle. Quand j'étais jeune lycéen, le Sénégal servait de modèle parce que Senghor était l'un des premiers à supprimer le parti unique. Ça faisait, on était content parce que comme ça. Je pensais que contemporaine, aujourd'hui, l'Afrique du Sud était un de ces pays on attendait beaucoup depuis l'avènement Mandela. Et que, je rappelle que ce pays est même dans le Brexit. Tout à fait. Les pays émergents. Les BRICS. Même si je pense que c'est par, j'allais dire, ajustement, variable d'ajustement géostratégique qu'on a mis un peu dedans. Même si, avec le Brésil, ils sont les deux pays qui remplissent la condition d'aller dire, politique, l'alternance au pouvoir. Les autres, à Moscou ou à Pékin, ils ne remplissent pas. En tout cas, la déception, on est tellement malheureux que ce soit ce pays qui devait servir de modèle. Servir de modèle qui vraiment plonge, qui fait tout et n'importe quoi, et dont les victimes, je rappelle l'histoire, ce que le ministre Kenzabo disait tout à l'heure, les pays riverains, première ligne, vraiment, peut-être les plus jeunes savent parce qu'ils ont subi. Les commandos, le système d'apartheid envoyait les commandos dans n'importe quelle capitale des pays voisins pour neutraliser dont l'un des pères de Tambo. Ces pays-là ont tellement subi, sans compter que le Nigeria a investi des millions. La Libye a fait un fonds, a mis de l'argent, a permis à Mandela de libérer son pays en fournissant de quoi avoir les armes. C'est comment Zuma, qui était servi de renseignement, dont il est au courant de ce combat continental contre l'apartheid. En tout cas, nous avons vu les répercussions. Comment c'est lui qui fait... Comment c'est quelqu'un de ce pays qui fait ça aujourd'hui? Je crois qu'il est né avec la honte. Nous avons vu de toute façon vraiment les répercussions que peuvent avoir les violences xénophobes en Afrique du Sud au-delà des frontières. Le 25 février dernier, l'État nigérien a immédiatement interpellé l'ambassadeur sud-africain au Nigeria, demandant des explications et donc exprimant leurs préoccupations par rapport à la situation sécuritaire des Nigérians dans leur pays. Et d'ailleurs, une organisation estudiantine a déjà prévenu que la moindre violence donnera lieu à des violences aussi au Nigeria contre des Sud-Africains. En tout cas, nous verrons, oui, très rapidement. Et c'est là que ça peut déraper. Oui. Admettons même que les non-Sud-Africains fassent quelques trucs qui ne sont pas... Mais on applique la loi du pays. C'est tout simplement. Ici, là, si je fais de bêtises en sortant d'ici, on m'applique la loi française. Je propose... Il n'y a pas à s'attaquer à tous les Noirs parce que quelqu'un sortant d'Afrique 24 a fait une bêtise. Non, on me prend, met en prison, je paye la faute. Point final. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission consacrée donc au décryptage des causes immédiates de la montée de la criminalité et de la xénophobie en Afrique du Sud. À tout de suite.